Au milieu du déluge, un marine entendit un bruit. D'abord prêt à l'ignorer à un coup de vent, peut-être, il réalisa alors. C'était le sanglot étouffé d'un enfant. Un enfant abandonné. Et la vérité derrière ce cri plongerait toute la ville dans un silence stupéfait non pas à cause de la tempête, mais à cause de ce qui, il savait fait. 3 jours après l'ouragan Barry, Kerrville, au Texas, n'était plus une ville. C'était devenu un désert gorgé d'eau, plus silencieux que jamais. L'eau recouvrait les rues, clapotait au pas des portes. Pas de klaxon. Pas de voix. Juste du vent. Les toits semblaient déchiquetés, comme s'ils avaient été déchirés dans une guerre invisible contre mère nature. Liam Walker se tenait à la proue d'un bateau de sauvetage, immobile, tandis qu'il dérivait dans le quartier de Riverbend. Le vent tirait sur son imperméable usé. Ses cheveux poivre et sel lui collaient au front, trempés. Mais il ne prit pas la peine de les repousser. À 39 ans, Liam était un ancien marine qui avait connu les pires recoins du monde. Après des années de déploiement au Moyen-Orient, il était revenu à Austin en quête de paix, essayant d'oublier le souvenir de sa fille, disparue 3 ans plus tôt dans une erreur fatale d'un hôpital. Lorsque l'ouragan Barry a frappé le Texas, Liam s'était porté volontaire, non pas pour être un héros, mais parce que l'idée qu'un enfant soit abandonné, attendant en vain comme le sien l'avait fait autrefois, était insupportable. À gauche, maison numéro 49. Signalé comme évacué. Continuez votre route, dit Rick, le conducteur du bateau, en consultant la carte. Liam hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur la maison. Une maison en bois de plain-pied, presque submergée. L'eau atteignait les fenêtres. Le porche s'affaissait. Une balançoire oscillait encore légèrement dans l'eau, immobile, comme si elle attendait quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Alors que le bateau glissait, Liam entendit un bruit. Faible, mais réel. Il pencha la tête. Puis le silence. Il se releva. Rick fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a? Liam ne répondit pas. Il écoutait. Puis il se retourna brusquement. J'ai entendu des pleurs. Un enfant. Rick fit un geste de la main. Probablement un écho. Cet endroit a été nettoyé hier. Ça pourrait être un chat. Liam soutint son regard pendant un instant, puis, sans un mot, attrapa son gilet de sauvetage et sauta dans l'eau. Le froid le frappa comme un coup de poing. Il lui arrivait à la taille. Le courant lui tirait les jambes. La boue tourbillonnait tandis qu'il avançait, lentement mais résolument, les yeux rivés sur la maison. Dehors, tout semblait immobile. À l'intérieur, quelque chose criait à l'aide. Il se dirigea vers la porte de derrière. La porte en bois était fermée, mais pas verrouillée. Il tourna la poignée. Coincé. Il recula, s'appuya sur son épaule et la frappa de toutes ses forces. Un bruit sourd résonna dans l'eau. La porte s'ouvrit brusquement. Le flot s'engouffra, comme s'il attendait quelqu'un depuis 3 jours, n'importe qui pour le laisser entrer. La première chose qui l'a frappé, c'était l'odeur. Du lait aigre. De la moisissure. Une odeur inoubliable. L'odeur des choses abandonnées. Il alluma sa lampe torche. Le faisceau traversa la brume à l'intérieur. L'eau avait débordé des placards de la cuisine. Des chaises flottaient sans but. Un cahier d'enfant flottait le long de la plinthe. Et sur le sol gisait une poupée sans tête, face contre terre, comme si elle aussi avait attendu. Un cri. Cette fois, plus clair. Faible, mais indubitable. Cela venait du bout du couloir. Une porte, bloquée par un lourd fauteuil en bois. Celui qui avait poussé cette chaise-là ne l'avait pas fait par accident. Liam s'avança. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Sa voix était basse, posée. Silence. Puis un léger sanglot entrecoupé. Il posa sa lampe torche sur une étagère et, à 2 mains, tira la chaise sur le côté. Elle était trempée, couverte de boue et lourde. Elle raclait le parquet avec un bruit de griffes. Il agrippa la poignée de la porte. Coincée, mais pas verrouillée. Il la poussait pour l'ouvrir. De l'eau froide jaillit, le faisant presque perdre l'équilibre. C'était une petite pièce, sans fenêtre. Une commode en bois était penchée en angle au centre. Et par-dessus tout ça, un garçon. D'environ 5 ans. La peau pâle et bleutée. Les yeux gonflés. Il serrait contre sa poitrine un lapin en peluche usé.
Tout son corps tremblait. Il ne pleurait plus. Il fixait simplement la scène. Les yeux creux. Épuisés. Des yeux qui avaient pleuré tant qu'ils pouvaient. Des yeux qui attendaient encore quelqu'un qui n'était jamais venu. Liam se figea. Puis il retira sa chemise militaire trempée et l'enroula délicatement autour des épaules du garçon. Elle pendait amplement sur la silhouette menue de l'enfant, mais lui apportait autant de chaleur qu'elle le pouvait. Le garçon ne parla pas. Il ne broncha pas. Il se blottit contre le tissu et se pencha vers Liam comme s'il était le dernier survivant d'un monde en train de s'effondrer. Puis le garçon murmura, à peine audible. Maman a dit d'attendre. Elle reviendrait. Ces mots transpercèrent Liam comme une lame. Il hocha la tête d'une voix tendre. Elle le fera. Mais pour l'instant, je suis là. Et il faut qu'on y aille, d'accord? À la porte, Rick se tenait figé, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Personne n'a dit qu'il y avait un enfant dans cette maison. Liam ne répondit pas. Il serrait simplement le garçon plus fort. Ses mains tremblaient non pas à cause du froid, mais à cause d'autre chose. De quelque chose de plus profond. Qui avait bloqué cette porte? Qui avait laissé un enfant coincé dans une pièce sans fenêtre? Il se retourna et regarda la maison. L'eau montait toujours. La même chaise en bois qui barricadait la porte flottait maintenant silencieusement dans le couloir. Il n'avait pas été déplacé par la tempête. Il avait été placé délibérément. Ce n'était pas seulement une erreur. C'était un choix. Et Liam serait le premier à demander pourquoi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que poser cette question révélerait une vérité si brutale qu'elle le laisserait sans voix. Le garçon dans ses bras semblait étrangement léger, non pas le poids d'un enfant en bonne santé, mais la légèreté creuse de quelqu'un dont on ne se souciait jamais vraiment. Ses bras s'accrochaient à ce lapin en peluche comme s'il était le dernier être vivant d'un monde en train de se noyer. Liam avançait prudemment dans le couloir. La boue collait à ses bottes. Son cœur battait la chamade. Rick ouvrait la marche, la lampe torche braquée devant lui. La porte arrière était toujours ouverte. L'eau ruisselait rythmiquement sur le porche. L'infirmière Carole se tenait près du bateau avec une couverture thermique et une trousse de premier secours. Lorsqu'elle vit le garçon dans les bras de Liam, elle se figea une seconde puis se mit en mouvement. « Allonge-le ici », dit-elle en ouvrant la couverture. Liam hocha la tête et plaça doucement l'enfant dans ses bras. Le garçon ne lâcha pas le lapin. L'eau trempa rapidement la couverture. Rick observa, puis se tourna vers Liam. « Tu es sûr de ça? On n'a pas signalé d'enfant. » Liam fixa la maison. « J'en suis sûr. Et cette chaise, elle n'a pas été déplacée par l'eau. Quelqu'un l'a mise là. » Le silence tomba. Carole appela les secours par radio. Liam resta immobile, les mains tremblantes non pas de froid, mais de rage. Cette pièce le hantait encore. La moisissure. La lourdeur de l'air. Quelque chose avait accroché au mur. « Rick, dit-il doucement. Je veux revoir cette pièce. Tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre là-dedans? Je ne sais pas. Mais j'ai besoin d'en être sûr. » Il se retourna et retourna à l'intérieur. L'eau avait légèrement baissé, mais lui arrivait encore aux genoux. La cuisine était la même, chaise à la dérive, même odeur âcre. Il se dirigea vers le couloir. La porte qu'il avait forcée était entr'ouverte. La chaise flottait à proximité, tournée sur le côté. Une partie du dossier était ébréchée. Fraîche. Liam s'agenouilla et inspecta le bois. Il y avait des empreintes digitales. Légères mais visibles. Les petits. Pressés à la hâte. Encore humides. Laissés derrière par des mains qui ont attendu bien trop longtemps que quelqu'un vienne. Liam ouvrit la porte et entra. La pièce mesurait à peine 3 mètres carrés, pas de fenêtre, pas de lit, pas de chaise. Juste un meuble de cuisine renversé, posé exactement là où le garçon s'était recroquevillé quelques instants plus tôt. Il a levé sa lampe de poche. Sur le mur de droite, des traces de crayon rouge apparurent. Un dessin simple, une maison, un soleil, un adulte grand au long bras, et à côté, une silhouette plus petite, sans visage. Liam resta immobile. Le garçon avait un jour essayé de dessiner son monde. Mais personne n'avait jamais demandé à le voir. Il s'est penché. Des mots, griffonnés d'une écriture enfantine, étaient répétés encore et encore sur 3 des murs.
J'ai été sage. J'ai attendu. Connie ne m'aime pas. Maman est allée chercher du lait. Elle reviendra. Le nom Connie est apparu encore et encore. Certains mots avaient été barrés, d'autres violemment marqués au crayon jusqu'à ce que les lignes deviennent épaisses et agressives, le rouge ressemblant presque à du sang. Liam recula. Le faisceau de sa lampe de poche balaya un coin de la pièce et capta quelque chose qui brillait faiblement. Il s'agenouilla et le ramassa, un bracelet en papier, roulé et attaché avec un élastique. L'encre était maculée, mais toujours lisible. Beau-fils. Aucune priorité. Il resta figé. Ce n'était pas médical. Ce n'était pas un produit d'hôpital. Ce n'était pas un jouet. C'était fait à la main. Délibérément. Liam serra le poing autour du bracelet et leva à nouveau les yeux, scrutant les murs. Ce n'était pas un abri anti-tempête. C'était une cellule de détention. Il sortit. La porte grinça derrière lui, comme pour sceller à nouveau quelque chose de non dit, de sombre. La lumière de fin d'après-midi projetait une teinte orange pâle et froide sur le quartier inondé. Rick attendait dans le bateau, agrippé à la rambarde, les yeux embués d'inquiétude. Cette pièce, dit Liam d'une voix rauque et lente, ce n'est pas là que le garçon dormait. C'est là qu'ils l'ont retiré, du monde. Rick fronça les sourcils. Tu es sérieux? Liam n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il leva la main, révélant le petit bracelet qu'il avait trouvé sous le matelas moisi. Les mots effacés criaient encore. Beau-fils. Aucune priorité. Rick le fixa du regard. Puis recula d'un pas. Son visage changea. Jésus, qui pourrait faire quelque chose comme ça à un enfant? Liam ne répondit pas. Il baissa simplement les yeux et épousseta la boue de ses bottes. Une seule question résonnait désormais dans son esprit. Qui était Connie? Et comment un enfant pourrait-il exister, vivre dans ce quartier, et pourtant, personne dans le système, tu te souviens de lui? Au-dessus, les hélicoptères rugissaient dans le ciel. Les eaux de crue n'avaient pas baissé. Mais sous cette montée des eaux, quelque chose d'autre remontait à la surface. Pas un corps. La vérité. Liam s'est tourné vers le centre de secours où le garçon était emmené pour évaluation. Il ne connaissait toujours pas le nom de l'enfant. Mais il savait une chose avec une certitude douloureuse. Ce garçon avait été délibérément abandonné. Et si personne ne revient en arrière aujourd'hui, de Ménin-Autrel l'enfant peut être laissé se noyer. L'ambulance blanche a parcouru la route boueuse, transportant le garçon loin de la zone inondable. Liam resta immobile, le regardant disparaître au loin, sa main toujours serrée autour du bracelet en papier froissé. Chaque lettre griffonnée dessus criait à l'intérieur de son crâne. Et les derniers mots du garçon résonnaient encore. Maman m'a dit d'attendre. La clinique de campagne avait été montée à la hâte dans la cour d'une école primaire, juste au-dessus de la ligne de crue. Les tentes étaient tordues, les cordes couraient comme des veines sur le béton humide et les infirmières se précipitaient dans tous les sens. Mais l'air à l'intérieur, il n'était pas froid à cause de la pluie. Il faisait froid depuis indifférence. Lorsque Liam entra, Carole, l'infirmière qui avait accueilli le garçon à bord du bateau, lui fit signe de venir. Il est réveillé. Stable. Pas de fièvre. Mais émotionnellement, pas bien, dit-elle doucement. Il n'a pas dit un mot depuis qu'on l'a enveloppé dans la couverture. Liam hocha la tête, ses yeux se tournant vers le lit dans le coin le plus éloigné. Il y avait là Olivier. Toujours comme un caillou dans le chaos. Son regard était vide, fixé sur quelque chose que lui seul pouvait voir. Un lapin en peluche usée reposait sur sa poitrine, comme un bouclier contre un monde qui ne l'avait jamais protégé. Il n'a pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas réagi. Je m'accrochais simplement fermement aux oreilles du lapin, comme si je tenais une promesse que personne n'avait tenue. Quelqu'un est venu le chercher, demanda Liam. Carole secoua la tête. Aucun nom dans le système. Aucun appel. Aucun visiteur. Liam s'est approché. Il s'accroupit près du lit et murmura, « Comment t'appelles-tu, ma chérie? Te souviens-tu du nom de ta maman ?» Pas de réponse. Oliver a simplement tiré la couverture plus haut et a enfoui son visage dans le lapin. Liam a essayé à nouveau, plus lentement cette fois. « Où est ta maison? Y a-t-il quelqu'un que tu aimerais voir ?» Les sourcils d'Oliver se froncèrent. Il semblait plongé dans un recoin sombre de lui-même.
Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Un seul mot en sortit. Un murmure. Connie. Liam se pencha. Connie est ta sœur? Il a sorti son téléphone et a ouvert la liste d'évacuation remise à l'équipe de secours. River Bend. Deuxième zone. Maison numéro 49. Évacué enregistré. Mitch Sanders, accompagné d'une fille. Connie Sanders. Il tourna la page suivante. Heure d'évacuation, 9h00, le 6 juillet. Il regarda sa montre. Olivier avait été retiré de cette même maison à 14h00 ce jour-là. Il marmonna une malédiction. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une coïncidence. Rick entra dans la tente, une bouteille d'eau à la main. Tu penses encore à l'affaire? Liam a pointé la liste du doigt. Mitch Sanders. Une fille évacuée. Aucun garçon. Pas d'Oliver. Rick fronça les sourcils. Peut-être qu'il logeait chez un voisin. Non, dit sèchement Liam. Il était dans cette maison. Enfermé dans une pièce. Portant un bracelet sur lequel était écrit « Beau-fils, pas de priorité ». Je ne crois plus aux coïncidences. Rick n'a rien dit. Il savait que Liam avait perdu un enfant. Et il savait que ce n'était plus seulement une question professionnelle. Liam a attrapé le dossier et a quitté la tente. Il avait besoin de noms. Il avait besoin de visages. L'abri d'évacuation se trouvait à 3 tentes de là. Des centaines de personnes se sont blotties à l'intérieur, coincées entre la chaleur et la forte odeur du riz réchauffé. Chaque personne s'était taillé un coin de survie. Un monde nouveau, né après le déluge. Il a montré une photo au gardien de sécurité. Je dois parler à Mitch Sanders et à sa fille. Tente 14. À l'intérieur, une lumière jaune pâle scintillait sous une bâche. Une petite famille était assise à une table en plastique, mangeant des nouilles en tasse. L'homme au pantalon kaki propre, polo bleu, cheveux soigneusement coupés sentait légèrement l'après-rasage. À côté de lui, une adolescente faisait défiler TikTok avec désinvolture, les doigts collants de poussière de fromage. Pas une seule trace de saleté dessus. Rien chez eux ne disait « survivant ». Tout à leur sujet dit évadé privilégié. Les tempes de Liam palpitaient. Ils avaient été secourus. Enregistrés. Enveloppés dans des couvertures. Transportés avec soin. Et ce garçon sans nom, froid, oublié avait été laissé dans une pièce comme un déchet. Liam serra les poings. S'il n'y avait pas eu le badge, il aurait crié. Au lieu de cela, il s'est avancé. Êtes-vous Mitch Sanders? L'homme leva les yeux, prudent. Je m'appelle Mitch. Quelque chose ne va pas? Tu habites à River Bend? Oui, que se passe-t-il? Liam jeta un coup d'œil à la fille. Le nom de votre fille est Connie? Elle continuait à faire défiler la page et marmonna, ouais. Liam sortit le bracelet en papier de sa poche et le posa délicatement sur la table. 2 personnes ont quitté la maison ce matin-là. Plus tard dans la journée, mon équipe de secours a trouvé un petit garçon d'environ 5 ans, enfermé dans une pièce sans fenêtre. Seul. Il portait ceci. Mitch se figea. Connie arrêta de faire défiler. Tu connais cet enfant? Demanda Liam. Sa voix était calme, mais tranchante comme du verre. Mitch déglutit et évita son regard. Je pensais que ma femme était déjà venue le chercher. Je n'étais pas sûr qu'il soit à la maison. Le déluge est arrivé rapidement. Tout est devenu chaotique. Qui est ce garçon pour toi? Insista Liam. Mitch laissa échapper un lent soupir. Oliver. C'est le fils de Jamie. Le fils de ma femme, d'avant? Il a hésité. Je ne veux pas mêler des questions familiales à tout ça. Liam l'interrompit. Sa voix était froide comme l'acier. Le problème, c'est que le fils de votre femme était enfermé seul dans une petite pièce. Sans issue. Sans lumière. Pas même une mention de lui sur la liste d'évacuation. Et de toute la matinée, personne n'est allé le chercher. Connie prit alors la parole, calme et froide. Ce n'est pas mon frère. La phrase est tombée comme une rafale froide qui s'abat sur l'été texan. Liam tourna lentement la tête et la regarda dans les yeux. Connie ne s'y a pas. Ce même regard vide et figé ou le genre de regard qu'aucun adolescent de 14 ans ne devrait jamais porter.
Il regarda Mitch. Vous pouvez appeler cela le chaos, monsieur, mais de là où je me trouve, cela ressemble beaucoup à un choix. Mitch serra les poings. Il jeta un coup d'œil autour de la tente, comme s'il espérait que quelqu'un l'interrompe. Personne ne le fit. Liam se pencha et reprit le bracelet. Le garçon a survécu, dit-il doucement. Et il n'est plus invisible. Il sortit de la tente sans attendre de réponse. Le rabat de la toile se referma derrière lui. Les yeux de Connie le suivirent incertains, confus et, pour la première fois, conscient qu'elle avait vu quelque chose qu'elle n'était pas censée voir. L'écran du téléphone brillait toujours dans sa main, mais son doigt ne le touchait plus. Personne à l'intérieur de cette tente ne pouvait plus prétendre qu'il ne savait plus. Liam retourna à la tente de coordination après sa rencontre avec Connie et Mitch. Mais à présent, le doute ne le submergeait plus. C'était quelque chose de plus serré. De plus froid. Comme une corde qui se resserre lentement autour d'un cou. Ce n'est pas un accident. Pas le chaos. Une sélection délibérée. Il n'a pas adressé la parole à Rick sur le chemin du retour. Sa main serrait le bout de papier froissé ou le bracelet, l'écriture floue. Beau-fils. Aucune priorité. En fin d'après-midi, le poste de secours temporaire était devenu plus bruyant. Des journalistes étaient arrivés. Les habitants faisaient la queue pour recevoir des rations alimentaires. Les enfants jouaient sur l'herbe mouillée avec des cerfs-volants en papier improvisé. Cette agitation inoffensive ne fit que rendre Liam encore plus perturbé. En passant devant la salle de presse communautaire, son regard s'est arrêté sur une télévision posée sur une table pliante en plastique. Une interview d'une famille ayant survécu aux inondations était diffusée. On y voyait clairement Mitch, vêtu d'un polo bleu clair, souriant poliment. À côté de lui était assise Connie, présentée comme sa fille biologique. Il parlait d'unité, de la force de la famille. Nous avons tout perdu, a déclaré Mitch à travers la caméra, mais être ensemble, c'est ce qui compte le plus. Liam fixait l'écran, droit dans les yeux de Mitch. Ces mots lui serraient profondément la poitrine. Il se détourna, sortit son téléphone et parcourut à nouveau la liste d'évacuation. Mitch Sanders, enregistré comme quittant la maison à 9h17. Connie, marqué comme présent. Olivier, manquant. Il a commencé à interroger les secouristes affectés au secteur de Riverbend. On se souvenait de la maison des Sanders, 2 enfants, mais seule la fille était avec le père. Une voisine, Janice, se souvient. Oliver? Ce petit garçon? Je n'ai pas vu sa mère ce jour-là. On dit qu'il vivait avec sa mère biologique et un beau-père. Son vrai père est décédé il y a longtemps. Mademoiselle Jamie? Janice fronça les sourcils. Je l'ai vu sortir de ce restaurant ce matin-là. Après ça, plus rien. Quelqu'un a dit qu'une voiture avait dérapé près de la route 9. Mais avec la pluie, personne n'osait s'approcher. Chaque mot. Chaque petit détail. Ils ont poussé Liam plus près de quelque chose qu'il ne pouvait plus excuser. Cet après-midi-là, lorsqu'il arriva à la zone médicale, il fut surpris de voir Oliver assis tranquillement sous l'auvent, serrant toujours le lapin en peluche contre sa poitrine. Carole se tenait à proximité. Il a demandé à sortir un peu, murmura-t-elle, mais il n'a pas dit un mot. Pas de pleurs. Personne ne demande à personne. Liam s'est approché et s'est assis à côté de lui. Ils sont restés silencieux pendant un moment. Oliver, demanda-t-il doucement, où est ta mère? Le garçon ne répondit pas tout de suite. Il serra simplement le lapin plus fort, les yeux fixés au sol. Après un moment, il secoua la tête. Je ne sais pas. Ce jour-là, elle n'était pas à la maison. Alors qui était avec toi? Juste oncle Mitch. Et Connie. Liam retint son souffle. Il n'a rien demandé d'autre. Le garçon en avait déjà assez dit. De retour à la tente de commandement, Liam prit Rick et le shérif Raymond à part. Il leur exposa tout. Personne ne peut confirmer qu'Oliver ait été évacué. La pièce était fermée à clé de l'extérieur. Impossible de sortir. Et ce bracelet? Il l'a posé sur la table. Raymond hocha la tête. Je vais demander l'ouverture d'un dossier. Mais si vous voulez que ça reste, il nous faut une déclaration claire de l'enfant. Ou la preuve que Mitch l'a volontairement abandonné. Liam n'a pas parlé. Il a sorti son téléphone et a ouvert les images de l'équipe de secours de ce matin-là.
Image par image. Mitch monte à bord du bateau avec Connie. Pas d'Oliver. La porte de la maison est toujours grande ouverte. Sans un mot de plus, Liam a contacté les services de protection de l'enfance. Ils ont fait en sorte qu'Oliver soit retiré du camp temporaire et transféré dans un établissement sûr. L'infirmière Carol était d'accord. Ce garçon ne devrait être rendu à personne. Pas avant que nous connaissions la vérité. Plus tard dans l'après-midi, alors que le vent commençait à tourner et que le ciel devenait gris pâle, Liam se tenait près de la clôture, regardant Connie. Elle se tenait seule, jouant avec sa manche, les yeux rivés sur les siens. Et pour la première fois, elle ne détourna pas le regard. Il n'y avait plus aucune hostilité dans son regard maintenant. Seulement la peur. Mais cette peur était tout ce dont Liam avait besoin. C'était une confirmation tacite. L'air avait commencé à bouger pas seulement à cause du vent, mais à cause de quelque chose de plus profond. La vérité arrivait. Et cette fois, il n'y avait pas de pluie à l'horizon. C'était un calcul. 2 jours après l'affrontement sur le site d'évacuation, Kerrville commençait à sécher. Les eaux s'étaient retirées, mais le calme qui s'ensuivit n'apporta aucune paix. Les gros titres se répandent sur les premières pages. Un garçon abandonné dans une zone inondable. Oliver, l'enfant sans nom sur aucune liste. Liam était assis à une table en bois derrière la tente de secours, passant en revue tout ce qu'il avait rassemblé. Il a ouvert son ordinateur portable. Selon les documents fiscaux que Rick avait consultés, Jamie, la mère d'Oliver, travaillait dans un petit restaurant à l'extérieur de la ville. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était le matin de l'inondation, le 6 juillet, à 9 h. Elle avait terminé son quart de travail et était rentrée chez elle. Personne ne l'avait revue depuis. Liam a commencé à appeler tous les hôpitaux dans un rayon de 50 miles, en recoupant les admissions aux urgences du 6 juillet. Ce matin-là, il a trouvé une correspondance. Une femme non identifiée, admise à l'hôpital Mercy North. Blessures multiples. Accident de voiture. Elle essayait de rentrer chez elle malgré la montée des eaux. Un automobiliste qui passait par là l'a secourue juste à temps. La photo l'a confirmé. Jamie marche. Liam resta assis en silence. Alors elle était revenue. Elle avait essayé de revenir chercher Oliver. Elle ne l'avait pas abandonné après tout. Liam ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Une part du doute qu'il avait hanté s'était enfin dissipée. Mais à présent, ce que Mitch avait fait était frappant, plus net que jamais. Il fallut plus de 30 minutes à Liam pour atteindre l'hôpital. Le service médical se trouvait au 3e étage, bordé de couloirs d'un blanc laiteux, l'air chargé de la forte brûlure du désinfectant et les néons vacillant juste assez pour fatiguer les yeux. Il frappa doucement à la porte de la chambre 312, puis la poussa pour l'ouvrir. Jamie Marsh était allongé sur le côté, les cheveux collés à l'oreiller, une perfusion fixée au bras. Une longue plaie suturée courait le long de sa tempe. Près du lit se trouvait une paire de chaussures en caoutchouc couvertes de boue, peut-être la seule chose qui lui restait de cette matinée fatidique. Elle remua au bruit de la porte. Liam se tenait sur le seuil, une main toujours posée sur la poignée, comme s'il pesait chaque pas en avant. Jamie Marsh, dit-il d'une voix calme, mais ses yeux brillaient de suspicion. Jamie ouvrit les yeux et essaya de se relever. « Je suis Jamie, et vous êtes ?» Liam s'approcha. Il sortit une photo imprimée et la posa délicatement sur le lit. « Reconnaissez-vous cette maison ?» Jamie regarda la photo, une maison au 49 Riverbend, les eaux de crue clapotant sur le pas de la porte. Elle se redressa brusquement, la panique se lisant sur son visage. « Oliver !»« Oh mon Dieu, où est Oliver ? Où est mon fils ? » « Le garçon est vivant, » dit Liam. « Je l'ai sorti de la pièce fermée à clé. » La porte était fermée et l'eau lui arrivait presque au cou. Jamie se laissa aller lentement en arrière, comme si un poids écrasant venait de lui être enlevé. Ses doigts agrippèrent la couverture, et des larmes lui embuèrent les yeux. « J'ai appelé Mitch, mon mari. Je lui ai dit de venir chercher Connie et Oliver. J'ai essayé de rentrer avant l'inondation, mais les routes étaient bloquées, et puis un arbre m'est tombé dessus. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. » Liam plissa les yeux. « Pourquoi as-tu insisté sur les 2 enfants ? Ça aurait dû être une évidence, n'est-ce pas ?» Jamie resta silencieuse quelques instants. Puis, les mains tremblantes, elle fouilla dans le tiroir à côté de son lit et en sortit un téléphone cassé. L'écran était encore allumé.
J'ai dû le dire à voix haute, dit-elle, la voix tendue, parce que pour eux, Oliver n'a jamais vraiment fait partie de la famille. Connie gardait ses distances. Mitch avait toujours une excuse pour le laisser de côté. Je pensais que c'était juste une question d'inconnu. Mais ensuite sont arrivés les dîners sans assiette pour lui, les voyages en famille où on le déposait chez le voisin. Elle leva les yeux vers Liam. J'ai commencé à le voir. Liam hocha la tête d'un air sombre. Et tu es resté. Je n'avais pas vraiment le choix. J'étais une mère célibataire, je travaillais 3 fois par jour à l'usine de plastique. Je pensais qu'au moins il aurait un toit, un nom de famille. Je suis resté, pensant que si j'étais là, je pourrais le protéger. Elle se tourna vers lui, les yeux creux de regret. Mais j'avais tort. Je n'aurais jamais cru qu'il l'abandonnerait, pas pendant une inondation. La prise de Liam se resserra autour du téléphone. Tu n'as pas abandonné ton enfant, dit-il doucement. Quelqu'un d'autre a donné cette impression. Jamie regardait droit devant lui, sans plus pleurer, juste immobile. J'ai laissé mon fils, murmura-t-elle, à quelqu'un qui ne l'a jamais considéré comme le sien. Je pensais qu'au moins, il était adulte. Au moins, il était le père. Elle regarda Liam. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Liam hocha lentement la tête. Il a dit que tu lui avais dit d'attendre. Et il l'a fait. Pendant 3 jours. Les mains de Jamie se portèrent à son visage. J'aurais dû y aller moi-même. Je n'aurais jamais dû faire confiance. Non, interrompit Liam d'une voix ferme mais sans amertume. Votre fils est vivant. Et ce que vous venez de me dire? C'est la clé pour l'éloigner de quelqu'un qui ne le mérite pas. La voix de Jamie tremblait. Qui es-tu? Pourquoi fais-tu ça? Liam ne répondit pas tout de suite. Il regarda par la fenêtre, où un mince filet de soleil éclairait le rebord éraflé. J'ai eu une fille autrefois, dit-il enfin doucement. Elle avait 5 ans aussi. Un jour, l'hôpital a appelé. Ils ont dit qu'ils avaient oublié de surveiller son rythme cardiaque pendant 4 heures. Il s'arrêta, sa voix presque murmurée. Je n'ai pas pu la sauver. Mais je peux sauver ce garçon. La voix de Jamie se brisa. Alors je retrouverai mon fils, peu importe qui le retient. Je le récupérerai. Liam hocha la tête. Je viens avec toi. À ce moment précis, dans un autre coin de Kerrville, le premier article de la journaliste Nora Blake était publié. Oliver, le garçon qui n'est pas sur la liste. Dans le chaos d'une catastrophe naturelle, certains enfants sont non seulement abandonnés par l'inondation, mais aussi par leur famille, le système et le silence des adultes. Le lendemain matin, au siège de la police du comté de Kehar, l'air était lourd et immobile, comme une pluie qui n'était pas encore tombée. Les ventilateurs de plafond grinçaient au-dessus de la tête, l'odeur du vieux café se mêlant à celle des papiers humides. Liam était assis en face du shérif Raymond Cook, dans un bureau exigu rempli de dossiers. Un portrait légèrement de travers du président était accroché derrière lui, dont un coin se décollait. Raymond, la chemise déboutonnée au col, paraissait épuisé mais alerte. « Je reviens de l'hôpital, » dit Liam. Jamie est réveillée. Elle a enregistré un message la nuit de l'inondation. Elle a dit à Mitch de répondre point les deux Connie et Oliver. Il n'y a pas de place pour le doute. Raymond hocha lentement la tête. Je l'ai entendu. L'enregistrement est propre, sans retouche. Mais il est à sens unique. Mitch pourrait quand même dire qu'il ne l'a pas bien entendu. La loi ne punit pas les gens pour ce qu'ils disent, pour être entendu à moins qu'il n'y ait une preuve tangible. Vous me dites, dit Liam, la voix s'élevant, que laisser un enfant dans une pièce sans fenêtre, avec un bracelet sur lequel on peut lire beau-fils, faible priorité, oublié depuis 3 jours, ce n'est toujours pas assez clair? Raymond croisa les bras. Je vous le dis, si on veut que ça tienne devant le tribunal, il nous en faut plus. Un plan d'évacuation raté. Un témoin. Et franchement, cette affaire rend les gens nerveux. Nerveux? Liam laissa échapper un rire amer. Un enfant manque de se noyer parce que les adultes sont partis, et tu t'inquiètes pour tes nerfs. Raymond soutint son regard, ferme mais sans être sur la défensive. La pression vient d'en haut. Les médias essaient de présenter la situation comme une famille déchirée par la panique. Ils ne veulent pas d'un beau-père méchant. Liam se leva. Alors, je vais chercher les preuves moi-même.
Acceptez-vous de signer une assignation à comparaître pour un témoin? Raymond hésita. S'il y a une raison. Qui? Connie. Plus tard dans la journée, Liam se tenait près d'une tente médicale, les mains dans les poches de son manteau, observant en silence. Une petite silhouette s'est approchée. Connie. Elle regarda nerveusement autour d'elle, puis sortit une petite brique de lait de sa veste. Sa main tremblait lorsqu'elle entra et la posa discrètement près de l'oreiller d'Oliver. Doucement, elle lui caressa les cheveux de ses doigts tremblants, le touchant à peine, de peur de le réveiller. Puis elle se tourna pour partir, mais trouva Liam qui l'attendait dehors. « Tu tiens toujours à lui, dit-il. » Connie se figea. Sa voix n'était pas furieuse. Juste posée. Elle baissa les yeux. Un lourd silence planait dans l'air. Je voulais juste savoir s'il allait bien, murmura-t-elle. Je sais, dit doucement Liam. Que s'est-il passé, Connie? Elle ne parla pas jusqu'à ce qu'il soit assis sur un banc de pierre derrière la tente. La veille de l'inondation, maman était coincée à l'usine. Elle a appelé papa pour lui dire de venir nous chercher. Je l'ai entendu le dire. Sa voix s'est brisée. Mais au moment de partir, il m'a attrapé. J'ai demandé où était Oliver. Il a dit « Emmenez la fille, c'est suffisant. » La mâchoire de Liam se serra. Il n'a jamais aimé Oliver. Il disait qu'il n'était pas de son sang. Au début, je pensais qu'il était juste grincheux. Mais ensuite, il obligeait Oliver à manger seul. Ou il le laissait en voyage. Ses yeux se sont embués de larmes. Il a dit que si j'étais seul, la vie serait plus facile. Moins lourde. Elle fouilla dans sa poche et en sortit un morceau de papier froissé. Il m'a dit d'écrire beau enfant, faible priorité. Il m'a dit que cela simplifierait la tâche des équipes de secours. Je pensais que si je ne l'écrivais pas, il ferait pire. J'avais peur. Je pensais que ce n'était qu'une phrase, que personne ne la verrait. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était à cause de moi qu'il serait abandonné. Liam posa doucement une main sur son épaule. Sa voix était calme et posée. Les adultes sont très doués pour faire croire aux enfants que c'est leur faute. Mais en vérité, la faute incombe à ceux qui sont censés vous protéger. Elle fouilla dans sa poche et en sortit un marqueur bleu séché, qu'elle glissa dans la main de Liam. Sa voix tremblait. C'est ce que j'ai utilisé. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'avais peur. Je ne pouvais tout simplement pas lui dire non. Liam la regarda. Son regard était calme, mais une fureur sourde brûlait en lui non pas contre la fille devant lui, mais contre l'homme qui avait utilisé une enfant pour en abandonner une autre. Tu as bien fait de venir ici, dit doucement Liam. Tous ceux qui deviennent pères ne le méritent pas. Mais toi, tu as encore la possibilité de ne pas devenir comme lui. Connie pinça les lèvres. Les larmes lui montèrent aux yeux. Puis, d'un léger hochement de tête, elle acquiesça. Cet après-midi-là, Raymond donna sa première conférence de presse. Les journalistes étaient nombreux dans le couloir du commissariat. Liam se tenait derrière une rangée de micros. Il n'avait pas prévu de prendre la parole, mais lorsque Raymond l'invita à s'avancer, il ne déclina pas l'invitation. Il s'est avancé et a regardé la foule, non pas en colère, mais résolu. « Je ne suis pas ici pour parler de loi », commença-t-il. « Je suis ici parce que j'ai été le premier à ouvrir cette porte. Et la première chose que j'ai vue, ce n'était pas de l'eau. Ce n'était pas de la boue. C'était un enfant de 5 ans assis sur le comptoir de la cuisine, grelottant, attendant sa mère. Il marqua une pause, puis tendit un bracelet froissé aux caméras. Et il portait ça. Quelque chose qui disait au monde qu'il n'avait aucune importance. Un journaliste a demandé, « Pensez-vous qu'il s'agit simplement d'un problème familial personnel ?» Liam n'a pas hésité. Je pense que c'est un problème qui nous concerne tous. Quand un système laisse un enfant disparaître sans que personne ne dénonce, ce n'est plus une affaire de famille. C'est de la complicité. Il a regardé directement dans l'objectif de la caméra. Nous parlons d'un enfant, pas du nom qu'il porte. Et si demain un autre enfant comme lui apparaît, qui d'entre nous s'en détournera? 2 jours après l'inondation, l'eau commençait enfin à se retirer du camp d'évacuation. Jamie n'était pas encore officiellement sortie de l'hôpital, mais cela ne l'a pas arrêtée. Dès qu'elle apprit qu'Oliver était dans un centre de rééducation près de la base, elle signa son formulaire de libération et partit. Ses jambes étaient encore bandées,
mais ses yeux brillaient d'une force qui n'avait jamais connu l'abandon. Elle arriva au camp vers midi. Carol, l'infirmière, venait à peine de sortir de la tente lorsqu'elle vit Jamie tituber vers elle. « J'ai besoin de voir mon fils, s'il vous plaît, » dit Jamie d'une voix tremblante. Son corps tout entier tremblait d'émotion. Oliver était en train de colorier au crayon lorsque Carol ouvrit le rabat. Il se retourna, marqua une pause de 2 secondes, puis se releva d'un bond. « Maman !» Ce n'était pas fort, mais cela résonnait comme une cloche, brisant toute trace de silence. Jamie tomba à genoux, les bras grands ouverts. Oliver courut vers elle et se jeta dans ses bras. Ses petits bras l'entourèrent étroitement, le visage enfoui sous sa chemise d'hôpital. Il pleurait, pas fort, mais les épaules tremblantes. Dans ses bras, il serrait toujours l'ours en peluche usé. Sa fourrure était emmêlée par l'inondation, une oreille presque arrachée. Mais il ne voulait pas le lâcher. Il le tenait comme s'il portait un morceau de son âme. Jamie s'agenouilla là, caressant sa tête, murmurant des mots entrecoupés. « Je suis là maintenant. Je suis vraiment désolé. Je suis là. » Oliver leva les yeux, les larmes ruisselant sur ses joues. Sa voix était brisée, éraillée à force de s'être retenue trop longtemps. « Je l'ai gardé parce que tu me l'as offert pour mon anniversaire l'année dernière. Tu as dit que tu l'avais choisi parce qu'il s'est écouté. Alors je me suis dit que si je le tenais, tu l'entendrais, et tu reviendrais. » Jamie s'effondra. Elle le serra plus fort. Sa tête se blottit contre sa clavicule. Sa main serrait toujours l'ours. Au milieu du chaos, il s'était accroché à l'espoir, grâce au don même qu'elle lui avait offert. Liam se tenait à distance, ne voulant pas déranger. Mais lorsque Jamie leva les yeux et que leurs regards se croisèrent, elle hocha légèrement la tête et fit signe à Jamie de lui dire un mot en privé. Dans la zone de secours, Jamie s'est assise sur un banc en bois et a sorti une fine enveloppe de sa veste. « C'est un enregistrement d'il y a 3 mois, dit-elle en le posant sur la table. Mitch a dit, mot pour mot, une gentille petite fille suffit. Ce garçon est juste une nuisance. Je l'ai enregistré pendant une bagarre, car je savais qu'un jour j'en aurais besoin. » Liam resta immobile. Jamie continua, sa voix claire maintenant, sa peur remplacée par la résolution. « Je ne veux pas seulement la garde d'Oliver. Je veux aussi prendre Connie. Elle n'est pas mauvaise, elle a juste été mal élevée. Et je ne la laisserai pas grandir et devenir une version de son père. » Elle serra les poings. « Je sais que tu es un homme bien. Mais j'ai peur que t'impliquer nuise à ta réputation et à ton travail. Je le comprends. Mais en tant que mère, je suis prête à tout risquer pour protéger mes enfants. Tout ce que je te demande, c'est de m'aider. » Liam la regardait, non pas comme une femme autrefois brisée, mais comme une mère debout malgré ses jambes tremblantes. Il hocha la tête. « Je ferai tout ce que je peux. » Le palais de justice du comté de Kear n'était pas habitué aux foules, mais ce matin-là, tous les sièges étaient occupés. La section presse était bondée. Dehors, des citoyens brandissaient des pancartes, « Protéger Oliver et justice pour les enfants sans nom ». Liam entra dans la salle d'audience aux côtés de Jamie. Elle portait un simple chemisier blanc, les cheveux tirés en arrière, le regard fixe. Oliver fut introduit par une entrée privée, accompagné d'un psychologue pour enfants. Il portait un sweat à capuche gris et serrait un lapin en peluche contre sa poitrine. Il était assis tranquillement dans la salle des enfants témoins, derrière une vitre dépolie. De l'autre côté de la salle d'audience, Mitch était assis à côté de son avocat, Maître Langston, un homme aux cheveux argentés, vêtu d'un costume élégant et au regard plus froid. Mitch regardait autour de lui de temps en temps, comme s'il assistait à une réunion de parents d'élèves. Le juge Albert Dole entra dans la salle. Une fois assis, il frappa son maillet à 3 reprises. Cette audience est convoquée pour examiner la demande de garde légale du mineur Oliver Marsh, a-t-il annoncé. Ainsi que les allégations de mise en danger d'enfants suite à un abandon lors d'un événement mettant sa vie en danger. L'avocate Kate Morgan représentait Jamie. « Votre honneur, nous aimerions commencer par un enregistrement audio pris sur le téléphone de mon client le matin de l'inondation. Cet extrait a été vérifié par les enquêteurs et n'a pas été modifié. » La salle d'audience est devenue silencieuse. La bande sonore commença. La voix de Jamie résonna, étranglée et paniquée. « Mitch, écoute-moi. Je ne peux pas sortir. La route est bloquée. S'il te plaît, appelle Connie et Oliver, d'accord? Ne laisse pas Oliver à la maison. Il a peur du noir.
Mitch, tu m'entends? Puis le silence. La ligne est coupée. Kate a arrêté la lecture. Et ceci, a-t-elle poursuivi en changeant de diapositive, est une séquence d'une caméra de circulation montrant Mitch Sanders quittant la maison à 9 h du matin. La porte d'entrée était encore ouverte. Un grand écran diffusait une vidéo claire. On voyait Mitch piloter un canot de sauvetage depuis le quai. Connie était assise à l'arrière sous un imperméable. Oliver était introuvable. Pas même un regard en arrière. Liam se leva et parla. Il n'a pas vérifié la maison. Il n'a pas appelé Oliver. Il n'a demandé à personne de revenir. Il est juste parti. Kate s'approcha à nouveau, tenant maintenant un sac de preuves. Et ceci, dit-elle en le tenant bien haut, est le bracelet trouvé sur Oliver lorsque l'équipe de secours l'a localisé, enfermé dans une pièce. Sur le bracelet étaient gravés les mots « beau-fils ». Aucune priorité. La diapositive suivante est apparue, une vue aérienne de la scène de sauvetage, suivie d'un gros plan des intervenants en train d'enfoncer la porte. Derrière la porte, il n'y avait pas qu'une serrure. Un canapé de 70 kilos était calé contre elle, bloquant toute sortie de l'intérieur. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle d'audience. Jamie enfouit son visage dans ses mains. Connie haleta, luttant pour respirer. Et pourtant, l'audience ne faisait que commencer. Kate conclut, « Votre honneur, cela ne peut être accidentel. C'est la preuve évidente d'un acte délibéré d'isolement et d'abandon d'enfant, au moment même où une alerte tempête de niveau 4 était émise. » Une photo du bracelet apparut, agrandie et projetée dans la salle d'audience. On pouvait y lire « Beau-fils ». Aucune priorité. La salle bourdonnait de murmures choqués. Et nous avons le témoignage sous serment de Connie Sanders, la fille de Monsieur Mitch Sanders, poursuivit Kate, affirmant avoir écrit cette phrase à la demande de son père. Mitch remua sur son siège, le visage rouge. L'avocat Langston Rose se leva aussitôt. « Votre honneur, la défense nie catégoriquement toutes les allégations. Monsieur Sanders a mal entendu les instructions lors de l'appel d'urgence et a agi par instinct dans une situation de stress intense. Il n'a pas vu Oliver dans la maison. Il n'avait aucune intention d'abandonner qui que ce soit. Quant au bracelet, il pourrait facilement être le résultat d'une farce stupide d'enfant. Il ne devrait pas servir de base pour inculper un père dans des circonstances aussi chaotiques. » Le juge Dole resta silencieux. « Continuez, dit-il. » Langston se tourna vers Oliver, toujours assis derrière la vitre. « Nous consentons à ce que le garçon réponde à une seule question, comme le demande le plaignant. » Jamie se leva. Liam la regarda, elle tremblait, mais s'avança vers la barre des témoins, les yeux rivés sur son fils derrière la vitre. Elle déglutit difficilement. « Tu penses que quelqu'un pourrait revenir ?» Le garçon hocha la tête, les lèvres pressées l'une contre l'autre. « À ton avis, qui reviendra ?» demanda doucement Jamie. Oliver regarda sa mère, puis murmura dans le micro, « Tu m'as dit d'attendre. » La salle d'audience est tombée dans un silence total, comme si tous les sons avaient été étouffés. Le juge Dole leva les yeux, le visage indéchiffrable. Jamie cligna des yeux, stupéfait, puis répondit rapidement. « Non. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais rien dit de tel à Oliver. » Puis, comme si un souvenir lui était revenu à la surface, elle se tourna précipitamment vers l'avocat. Kate Morgan hocha légèrement la tête et s'avança. « Nous avons vérifié l'ancien téléphone d'Oliver. Il y avait un message vocal supprimé que nous avons récupéré grâce à une sauvegarde. C'était une voix masculine. Pas celle de Jamie. » Elle appuya sur « Play ». Le son résonna dans les haut-parleurs de la salle d'audience. « Reste dans la chambre. Ne bouge pas, maman a dit que tu devais attendre là. Reste tranquille. Les secours vont arriver. » Jamie secoua la tête, la panique lui inondant les yeux. « Ce n'était pas moi. C'était la voix de Mitchie. Il imitait la mienne. C'est comme ça qu'il a empêché le garçon de partir. » Kate se tourna vers le juge. « Nous pensons que Monsieur Mitch Sanders a manipulé la confiance de l'enfant envers sa mère biologique soit en enregistrant, soit en imitant la voix de Jamie O pour s'assurer qu'Oliver ne résiste pas. Il l'a abandonné sans être immédiatement détecté. » Connie hocha légèrement la tête, les lèvres tremblantes. « C'est vrai. Il s'entraînait à imiter la voix de la mère d'Oliver. Pour plaisanter. Je crois que c'est ce qu'il utilisait. » Oliver regarda sa mère à travers la vitre,
posant sa main contre la cloison. Jamie posa la sienne juste en face de la sienne. Aucun mot n'était nécessaire, juste ce regard et ses mains silencieuses, essayant de réparer ce que quelqu'un d'autre avait tenté de briser. Le juge baissa la tête et prit des notes. Jamie retourna à sa place, les yeux brillants. Liam lui serra doucement l'épaule tandis qu'elle s'asseyait. Puis vint la conclusion et la condamnation qui pesaient désormais plus lourd. Il ne s'agissait plus seulement de l'abandon du garçon par Mitch. Il s'agissait d'une tromperie calculée. Une manipulation délibérée qui avait fait croire à un enfant que sa propre mère lui avait dit de rester. Le juge baissa la tête et écrivit dans le dossier. Jamie se rassit, les larmes aux yeux. Liam lui serra doucement l'épaule. Kate Morgan s'est levée à nouveau. Nous avons également une déclaration de Connie Sanders confirmant que c'est son père qui a ordonné que le nom d'Oliver soit retiré de la liste d'évacuation. Le juge se tourna vers Connie. Elle hocha lentement la tête, les yeux rivés au sol. Et enfin, conclut Kate, nous demandons la résiliation totale des droits parentaux de M. Mitch Sanders sur Oliver Marsh en raison de négligence grave, de mise en danger et de faute mettant la vie en danger. Langston s'y est opposé mais n'avait rien de nouveau à ajouter. Le juge Dole ajusta ses lunettes et regarda la salle d'audience. J'en ai assez entendu. Il a posé le stylo. La garde exclusive d'Oliver Marsh est par la présente accordée à sa mère biologique, Jamie Marsh. De plus, j'ordonne au parquet d'ouvrir une enquête pénale pour abandon organisé de mineurs, mettant potentiellement en danger la vie de l'enfant. Il marqua une pause, puis se tourna vers Connie, toujours recroquevillée au dernier rang, le défi disparut de ses yeux. Considérant que mademoiselle Connie Sanders est mineure, actuellement sans tuteur légal, et qu'elle a pleinement coopéré avec les autorités, le tribunal approuve la demande de madame Jamie Marsh visant à obtenir la garde temporaire de l'enfant. Jamie leva les yeux. Des larmes coulaient encore sur ses joues, mais cette fois, elle hocha fermement la tête. Je les élèverai tous les deux. Si Connie est d'accord. Je ne veux pas qu'il grandisse avec les blessures laissées par les adultes. Le juge Dole acquiesça discrètement. Aujourd'hui, la justice ne consiste pas seulement à tenir un homme responsable. Il s'agit de donner à ses enfants une véritable chance de grandir dans l'amour. L'audience est levée. Mitch resta figé. Langston ne trouvait pas un mot. Jamie fondit en larmes. Liam la stabilisa d'une main sur son épaule. Elle murmura, comme si elle n'était pas encore sûre de la réalité, « J'ai retrouvé mon fils. » Derrière la vitre, Oliver regarda sa mère. Et pour la première fois depuis le début, il y eut quelque chose de nouveau dans son regard, du soulagement. L'après-midi à Kerrville sentait la terre humide et la douce lumière du soleil après la pluie. Après ce procès historique, la petite ville retrouva son calme habituel. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement que justice avait été rendue. C'était aussi que 3 personnes, autrefois rejetées par leur propre famille, apprenaient désormais à construire quelque chose de nouveau. Jamie, Connie et Oliver ont emménagé dans un appartement modeste, grâce aux dons de la communauté. Les pièces étaient petites, les murs sentaient encore la peinture fraîche, mais l'appartement était propre et chaleureux. Jamie repartait de zéro. Chaque tasse, chaque repas, chaque histoire du soir. Elle a appris à partager son temps entre 2 enfants en pères différents, cicatrices différentes mais désormais une seule famille. Liam resta quelques jours après le procès. Il répara la fenêtre coincée, installa un bureau et installa une douce lumière jaune au-dessus de la cuisine. Ces jours-là semblaient presque paisibles. Connie resta silencieuse. Elle évitait tout contact visuel avec Jamie, finissait ses repas en silence et pliait ses vêtements séparément, comme si elle n'était pas sûre d'avoir sa place à la maison. Jamie n'a pas insisté. Elle comprenait que certaines blessures sont incurables. On peut seulement les soigner. Jeudi soir, après que Jamie eut fini de mettre la table, Connie ne descendit pas manger. Jamie frappa à sa porte. Pas de réponse. La porte n'était pas verrouillée, mais la pièce était vide. Sur le bureau se trouvait une feuille pliée. À l'intérieur, d'une écriture tremblante, on pouvait lire « Si je partais, viendrais-tu me chercher ?» Jamie se figea. Ses mains tremblaient. Oliver se tenait à côté d'elle, la panique montant dans sa voix. Où est-elle allée, maman ? Jamie ne répondit pas. Elle regarda Liam. Il comprit instantanément et attrapa son manteau. Ils se séparèrent. Jamie appela tous les contacts possibles. Liam passa devant la bibliothèque, la vieille librairie,
le coin de parc que Connie adorait. Vers minuit, ils étaient de retour à l'appartement. Aucune nouvelle. Oliver leva les yeux vers sa mère, puis se tourna vers Liam. Sa voix était à peine un murmure. « Je connais un endroit. » Ils se tournèrent tous les deux vers lui. Connie m'a dit un jour que si jamais elle partait, elle irait au premier endroit où on l'appellerait. Là où je lui ai fait signe depuis l'arrière de l'ambulance. Jamie resta immobile. La bibliothèque. La voiture glissait lentement le long de la route pavée devant la bibliothèque de Kerrville. La lumière à détecteur de mouvement sur le porche projetait de longues ombres sur l'avancée en bois. Sur le banc devant, quelqu'un était assis, recroquevillé, les genoux contre la poitrine. Connie. Jamie sortit la première. Elle ne cria pas. Elle s'approcha simplement et ouvrit son manteau. « Tu as froid. » Connie ne répondit pas, mais lorsque Jamie s'assit à côté d'elle, la fillette se mit à trembler. Lentement, elle appuya sa tête sur l'épaule de sa mère. « Je pensais que tu étais en colère contre moi. » Jamie lui serra doucement la main. « J'étais juste triste de ne pas t'avoir compris plus tôt. » Au loin, Liam sortit de la voiture, portant Oliver. Le garçon était toujours en pyjama, serrant son lapin en peluche contre lui. Oliver regarda Connie et lui tendit un morceau de papier. « Regarde. Je t'ai dessiné. » Connie l'a pris. Un dessin griffonné représentait deux personnes debout devant une porte grande ouverte. La plus grande tenait la main d'un petit garçon. Au-dessus d'elle, en lettres de travers, était écrit « Tout le monde mérite de rester ». Connie se mordit la lèvre. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, elle ne baissa pas les yeux. Elle regarda son petit frère droit dans les yeux et hocha la tête. Le lendemain matin, Connie descendit seule prendre son petit déjeuner. Jamie ne l'avait même pas encore appelé. Mais la table était déjà mise. 3 bols. 3 paires de baguettes. Lorsque Liam a dit au revoir pour se diriger vers une autre zone inondable, Connie a été la première à le serrer dans ses bras. « Merci de ne laisser personne marcher seul. » Liam ébouriffa ses cheveux et sourit. « N'oublie jamais, le premier à t'avoir appelé était Oliver. » Oliver rougit, mais il prit la main de sa sœur. Une légère pression, mais suffisante pour retenir quelqu'un. Les jours passèrent. La petite famille de 3 personnes vivait toujours dans son petit appartement, mais désormais, chaque rire résonnait juste. Connie s'assit à table avec son petit frère. Elle guida Oliver pendant qu'il coloriait. Elle lui apprit à plier du papier. Elle sourit au pas souvent, mais sincèrement. Quant à Jamie, chaque fois qu'elle se tenait devant l'évier en train de faire la vaisselle et qu'elle voyait les 2 enfants jouer dans le salon, elle s'arrêtait. Non pas à cause du passé, mais parce que le présent était réel. Et par la fenêtre de la cuisine, la lumière incurvée du soleil entrait, douce comme la voix d'un enfant qui demandait un jour, « Si je partais, viendrais-tu me chercher ?» La réponse, plus claire que jamais, était oui. Oui, je viendrai. Et je ne viendrai pas seul. Cet après-midi à Kerrville était aussi doux que le cœur de ses habitants. Sur le panneau d'affichage en bois devant la bibliothèque municipale, un panneau jaune vif attirait tous les regards. Une journée pour Oliver. Voir chaque enfant. Ce n'était pas une grande fête. Pas de feu d'artifice. Pas de banderoles. Juste des rangées de chaises pliantes sous une treille de bougainvilliers, une table de don avec des bocaux en verre et des plateaux de brioche à la cannelle préparés par le club des femmes. Mais pour Jamie, c'était l'événement le plus significatif de sa vie depuis le jour de la naissance de Connie. Sur une estrade improvisée devant la bibliothèque, Nora, la journaliste qui avait révélé l'histoire d'Oliver, se tenait au micro. Sa voix portait clairement. « Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour un enfant célèbre. Nous sommes ici pour un enfant autrefois invisible. Et grâce à cette famille, il n'est plus invisible. » Des applaudissements ont suivi. Un groupe d'élèves de l'école primaire a apporté une boîte de dons sur laquelle était écrit « N'abandonnez personne ». Jamie était assise au premier rang. Connie à sa gauche. Oliver à sa droite. Le garçon serrait contre lui un dessin à moitié terminé. Connie portait une robe bleu pâle choisie par sa mère. Ses cheveux étaient attachés haut. Elle paraissait plus grande maintenant. Tellement différente de la petite fille autrefois blottie près de la fenêtre. Une main toucha l'épaule de Jamie. Liam. Il était arrivé juste à temps. Son pick-up était encore couvert de boue séchée provenant des routes inondables. Dans sa main, un cadre en bois,
enveloppé dans du papier journal. Jamie sourit. Pas besoin de mots. Ses yeux disaient tout. Oliver leva les yeux. Tu es de retour. Liam se pencha et ébouriffa ses cheveux. J'ai entendu dire que quelqu'un ici pourrait devenir célèbre. Tous les trois rirent. Connie aussi, doucement, mais du fond du cœur. Nora a ensuite invité Connie à parler. Le silence se fit dans la salle. Même Jamie fut pris au dépourvu. Mais Connie ne déclina pas l'invitation. Elle monta sur le podium, les mains tremblantes, le regard scrutant les rangées de sièges. La plupart d'entre vous savent probablement qui je suis maintenant. Mais à l'époque, je pensais que personne ne le saurait jamais. Elle s'arrêta et prit une inspiration. Avant, je pensais avoir fait quelque chose de mal. Que je ne méritais pas d'avoir une mère. Mais maintenant, chaque matin, au réveil, Oliver est allongé à côté de moi. Maman est dans la cuisine en train de préparer du lait. Et oncle Liam m'envoie parfois un SMS pour me rappeler de bien prendre mon petit déjeuner. Elle sourit. J'ai réalisé qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être aimé. Des applaudissements légers ont suivi. Pas bruyants, mais sincères. Jamie essuya ses larmes. Liam hocha légèrement la tête, les lèvres serrées. À la fin de la cérémonie, Oliver fut invité à offrir un tableau à la bibliothèque municipale. Liam l'aida à le placer dans un cadre en bois. Sur le tableau, deux enfants se tenaient sous le toit d'une maison. Au loin, une grande silhouette tenant un parapluie se penchait sur eux. Sur la veste de l'adulte, on pouvait lire « Monsieur Liam » en lettres fines au crayon. Nora se pencha vers Oliver. « Pourquoi l'as-tu dessiné là ?» Oliver réfléchit une seconde. Parce que c'est le genre de personne qui ne regarde pas vos erreurs. Il regarde ceux qui ont besoin d'aide. Le silence se fit dans la salle. Personne ne parla. Personne n'en avait besoin. Le soir s'installa. Connie aida Jamie à plier les chaises. Oliver courut partout pour recueillir les câlins. Liam se tenait à distance, les yeux fixés sur tout, sans s'avancer. Jamie s'est approché. « Tu ne viens pas ?» Liam sourit. « Pas besoin. Ta famille va bien maintenant. » Elle le regarda. « On va bien. Mais il faut quand même que quelqu'un garde la lumière allumée. » Il hocha la tête. « Je n'irai pas loin. Je continuerai simplement ailleurs. » Avant de partir, Liam lui a remis un cadre photo emballé. Pour Oliver. Comme ça, la prochaine fois, il pourra se dessiner tenant le parapluie pour quelqu'un d'autre. Ce soir-là, une fois tout le monde couché, Connie déballa discrètement le cadre. À l'intérieur se trouvait un mot manuscrit. Tout le monde mérite d'être appelé par son nom. Que ce soit la première ou la deuxième fois. Elle était assise à la lueur de la veilleuse, les bras enroulés autour du cadre, et pour la première fois, elle dormait en paix. 12 mois après le procès, Kerville ne parlait plus de l'affaire comme d'une tragédie. Il s'en souvenait comme d'un tournant. Le jour où la justice a rendu son verdict. Le jour où une famille a repris vie. Le petit appartement de Jamie avait été remplacé par une maison à 2 étages couleur crème, achetée grâce au programme de prêt de la ville. Dans le jardin se dressait un érable rouge, planté par Oliver et Connie ensemble. Chaque automne, les enfants se disputaient pour savoir qui allait ratisser les feuilles, mais ils finissaient par se cacher sous le porche avec un livre. Liam passait encore, sans bruit ni ostentation. Des visites discrètes. Un samedi à réparer les escaliers. Un après-midi à apprendre à Connie à tirer à l'arc. Certains jours, assis à la table de la cuisine, il dessinait des cartes des inondations, l'encre maculait ses doigts, racontant des histoires qui faisaient rire Oliver jusqu'à en perdre le souffle. Jamie n'appelait pas ça de l'amour. Elle appelait ça rester. Et Liam était resté, à sa manière. Connie se réveillait encore effrayée la nuit. Mais maintenant, elle savait qu'elle devait traverser le couloir et frapper 3 fois à la porte d'Oliver. Quant à Oliver, âgé de 10 ans, il avait commencé à changer. Ses cheveux étaient bien coiffés. Sa voix était douce et rauque. Parfois, il restait assis tranquillement, regardant vers les bois où Liam l'avait autrefois tiré de la boue et de l'eau froide. Un après-midi, il a tiré Jamie sur le porche. « Maman, je veux être soldat quand je serai grand. » Elle s'arrêta. « À cause de l'oncle Liam ?» Oliver hocha la tête. « Je veux être comme lui. Pas seulement sauver des gens. Mais voir ceux qui ont besoin d'être sauvés. »
Jamie serra la main de son fils. Elle ne l'en empêcha pas. Elle a simplement dit, alors sois un soldat. Mais un soldat avec un cœur. Ce printemps-là, Connie rédigea une dissertation qui remporta la première place du concours organisé à l'échelle du comté. Le sujet était « Qu'est-ce qui fait une famille ?» Elle a écrit. La famille n'a pas besoin d'être unie par le sang. La famille, c'est la personne qui ne s'éloigne pas quand tu fais une erreur. Celle qui reste silencieuse avec toi quand tu es triste. Celle qui rit aux éclats quand tu vas bien. Ma famille compte une mère autrefois seule. Un frère autrefois caché. Et un soldat sans nom de famille, mais avec le même regard. Quand ils parlent l'un de l'autre, leurs yeux ne se détournent jamais. Tout le monde ne naît pas dans une famille parfaite. Mais l'histoire de Jamie, Oliver, Connie et Liam nous le rappelle, la famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, il s'agit de quelqu'un qui choisit de rester à vos côtés quand vous êtes au plus bas. Quelqu'un qui choisit de croire en vous quand le monde n'y croit pas. Quelqu'un qui choisit de vous soutenir, même quand vous ne pouvez pas vous soutenir vous-même. Si vous vous êtes déjà senti invisible, souvenez-vous de ceci, la première personne à vous voir vraiment ne sera peut-être pas de la famille par le sang, mais de la famille par le cœur. Avez-vous déjà été accueilli par quelqu'un dans un moment vraiment important? Quelqu'un est-il déjà resté là alors que tout s'écroulait? Partagez votre histoire dans les commentaires. Peut-être qu'elle éclairera quelqu'un d'autre pour trouver sa voie. Et si aujourd'hui a été une journée difficile, sachez qu'il y a encore des gens qui se soucient de vous. Comme moi, en ce moment même, en vous lisant ces mots.